Et j'appelle la présidente de la Fondation Agir contre l'exclusion, Martine Aubry. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de me réjouir de l'initiative qui a été prise par les Francas dans une période où des choix doivent être faits, à la fois au moment des élections présidentielles, mais plus particulièrement par rapport au thème qui nous intéresse aujourd'hui, par rapport aux élections municipales, sur ce rôle de l'enfant et sur le rôle de la politique de l'enfance dans notre société aujourd'hui. Inutile de redire, je pense que tous les intervenants depuis hier matin l'ont dit, combien cette politique doit être essentielle et combien nous construisons aujourd'hui le XXIe siècle avec la politique que nous sommes capables de faire pour les enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour les aider à s'inscrire dans la société, à se construire comme des hommes et des femmes autonomes pour demain et à se socialiser. Donc je crois que cette initiative, dans la période actuelle, est particulièrement importante et j'ai lu déjà un certain nombre de propositions qui sont faites par les Francas. Je ne doute pas qu'à la fois ces propositions, les réflexions que vous avez menées pendant ces 2 jours, les échanges d'expériences qui sont tout à fait essentiels, aideront les élus qui sont ici à enrichir encore la politique qu'ils mènent en faveur des enfants et à présenter aux citoyens dans quelques semaines une politique municipale qui redonne une vraie place à la politique de la jeunesse et plus particulièrement à la politique de l'enfance. Pour moi, comme je pense pour vous, l'éducation des enfants, l'éducation au sens large, doit permettre à ces enfants deux choses. Tout d'abord, de se construire en tant qu'homme ou femme pour demain, d'être capable de construire une vraie personnalité qui a des convictions, est capable de raisonner, de trier dans l'information qu'on lui donne, et puis aussi de se préparer à avoir une place dans la société, par un travail notamment, mais aussi d'être autonome dans ses choix d'hommes et de femmes tout au long de sa vie. C'est, je crois, le premier objectif. Mais je crois que l'éducation a aussi comme objectif d'apprendre à ses enfants à se socialiser, à être capable de vivre en collectivité, à accepter les repères, les règles et tout simplement à prendre sa place dans une société. Or, il est vrai que cette éducation au sens large du terme, jusqu'à présent, était considérée de manière très traditionnelle comme devant être apportée essentiellement par la famille et par l'école, je dirais prioritairement, et aussi marginalement par l'environnement dans lequel vivent les enfants, c'est-à-dire l'immeuble, le quartier, la ville. Or, nous voyons bien aujourd'hui que, notamment dans les milieux les plus difficiles, ces institutions, je dirais classiques, aujourd'hui ont elles-mêmes un certain nombre de difficultés à apporter ces repères, ces règles, et que nous devons réapprendre à traiter le problème de l'enfance, notamment dans ces quartiers ou dans ces zones en difficulté. Alors je vais vous parler, moi, ce matin, puisque c'est ce que l'on m'a demandé, justement de ces enfants dans les quartiers en difficulté, c'est-à-dire finalement dans un ou plusieurs quartiers de chaque ville moyenne et grande de notre pays. Nous ne sommes plus dans la situation d'il y a 10 ans où l'on montrait du doigt quelques banlieues, et chacun connaît les noms qui revenaient en mémoire lorsqu'on parlait de quartiers en difficulté. Il y a aujourd'hui dans chaque ville des quartiers qui ont un certain nombre de caractéristiques, je vais y revenir, et qui entraînent un certain nombre de problèmes graves, voire majeurs, pour les enfants qui y vivent. Ces quartiers qui sont donc parfois en centre-ville, je pense à Lille, je pense à Strasbourg, qui soient parfois les banlieues des grandes villes, qui peuvent être des villes entières, comme Vaux-en-Velin par exemple, pour prendre qu'un exemple bien connu. Ces quartiers ont tous à peu près les mêmes caractéristiques, avec évidemment des degrés divers dans la difficulté. Des taux de chômage qui vont de 30 à 100%. Et par exemple, dans un des quartiers de Marseille-Nord dans lequel nous travaillons, le taux de chômage est de quasiment effectivement de 100%. Ces quartiers sont des quartiers où seule la fonction logement est représentée. Les activités évidemment industrielles, mais même artisanales ou commerciales ont déserté ces quartiers et le spectacle, je dirais, classique, ce sont des barres d'immeubles avec des rez-de-chaussée qui auparavant
ont contenu des commerces qui sont aujourd'hui murés, grillés, avec des grilles, et un environnement extrêmement dégradé. Ce sont des quartiers qui, selon leurs difficultés et selon leur ville, n'ont parfois plus de présence des services publics. Et la seule présence qu'on retrouve dans les quartiers les plus en difficulté, ce sont les écoles. Alors c'est vrai que selon les villes, selon la politique menée par la municipalité, des efforts sont réalisés, et notamment ça a été le cas dans le cadre de la politique de la ville, pour y ajouter des lieux sportifs, des lieux culturels, des lieux d'accueil, des centres de PMI. Mais dans un certain nombre de quartiers, tout ceci a disparu et l'on se retrouve essentiellement avec des logements et des écoles. Enfin, je crois que ce que l'on peut dire, c'est que les institutions qui y travaillent sont très mal en point, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense notamment aux éducateurs spécialisés, aux assistantes sociales, j'y reviendrai tout à l'heure, qui, n'arrivant pas à répondre à la somme considérable de problèmes qu'ont les habitants de ces quartiers, et les jeunes en particulier, sont totalement désarmés par rapport aux outils dont ils disposent et aux moyens dont ils disposent. Alors, pour les enfants qui sont dans ces quartiers, je dirais quelles sont les spécificités. Je crois tout d'abord qu'il faut dire que pour eux, la valeur travail n'existe pas réellement, ou du moins pour eux, majoritairement dans certains quartiers, la valeur travail n'existe pas. Et il est d'ailleurs frappant de voir que les seuls mouvements qui existent dans la journée véritablement dans ces quartiers, ce ne sont plus les métros dodo-boulot dont on parlait auparavant, où les gens partaient pour travailler puis revenir dormir dans ces villes dortoirs. Les seuls mouvements, ce sont les enfants qui partent à l'école, car le mouvement du travail n'existe pas majoritairement et n'est pas perçu en tant que tel. La deuxième chose, c'est que l'argent qui permet à la famille de vivre est dans les quartiers les plus en difficulté, tout d'abord de l'argent qui provient de l'assistance. Je pense par exemple évidemment au RMI ou aux aides diverses d'action sociale que les municipalités apportent, ou bien l'argent de la drogue. Et certains des quartiers dans lesquels nous travaillons ont pour principale ressource l'argent de la drogue, qui permet de doubler ou de multiplier par 2,5 l'ensemble des ressources des habitants du quartier, tout compris salaire, indemnité chômage, revenus d'assistance, etc. Donc on voit bien qu'il y a là une perversion totale et qu'on a l'impression finalement de vivre déjà dans une autre société. Et bien évidemment, dans ces quartiers où la valeur travail n'a plus de sens, où l'argent de la drogue constitue un élément essentiel de survie, et j'ai même entendu encore récemment des responsables administratifs m'expliquer que, évidemment, on ne contrôlait pas beaucoup les dealers parce qu'on savait qu'avec cet argent de la drogue, le quartier n'explosait pas. C'est quand même gravissime pour une société d'avoir ce type de réaction. Alors la drogue, justement, je crois qu'il faut en parler parce que ce sont évidemment les jeunes et les jeunes de plus en plus tôt qui basculent dans cette société. Dans un certain nombre de quartiers dans lesquels nous travaillons, ce sont les enfants de 10 ans qui transportent les doses, parce qu'effectivement, ils ne sont pas pénalement responsables s'ils sont arrêtés. Et en tout état de cause, on se rend compte que les problèmes qu'il y a 10 ans touchaient les jeunes de 17, 18 à 25 ans touchent aujourd'hui les jeunes de 10 à 15 ans, c'est-à-dire des enfants, et pas à peine des adolescents pour les plus âgés d'entre eux. Et c'est vrai que dans ces quartiers aujourd'hui, les héros, c'est-à-dire pour les jeunes, ceux qui sont les exemples, ce ne sont pas ceux qui ont un diplôme et qui sont au chômage, ce sont ceux qui rapportent de l'argent dans la famille, ceux qui ont des blousons et des motos, et ça, ce sont les dealers, et ce sont eux que l'on regarde positivement, alors que ceux qui ont eu un diplôme et qui n'ont pas de travail sont considérés de manière un peu critique, voire tout à fait marginalisée. Ça fait d'ailleurs partie du travail que nous menons dans ces quartiers, que très rapidement, quand nous y arrivons, d'essayer d'aider les jeunes qui ont fait des efforts, je dirais, pour se former et qui ont eu la chance de pouvoir le faire, de pouvoir trouver du travail pour redonner de l'espoir à leurs petits frères, à leurs petites sœurs, à leurs voisins, pour pouvoir poursuivre leurs études. Le dernier point que je voudrais dire sur les jeunes dans ces quartiers, sur le diagnostic, c'est que derrière
un certain nombre de jeunes qui ont basculé dans cette société du deal et de la drogue, parce que le problème n'est pas seulement la consommation mineure, mais véritablement l'organisation de toute une société autour du deal, avec dans certains quartiers des petites mafias qui aujourd'hui organisent y compris l'action sociale et l'aide sociale dans le quartier, aident les familles lorsque ça ne va pas, et finalement sont parfois les premiers repères qui sont donnés à ces jeunes, les premières règles qui leur sont apprises. Je dirais que l'élément le plus grave, en dehors de la drogue, m'apparaît être celui qui apparaît aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, dans ces quartiers difficiles, et qui touche les jeunes de moins de 10 ans d'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont totalement déstructurés mentalement et qui commencent à inquiéter beaucoup ceux qui travaillent dans ces quartiers, et notamment, car en général ce sont les premiers concernés, les instituteurs. Nous avons en effet un développement tout à fait important de jeunes de moins de 10 ans, et ça commence très tôt, dès l'école maternelle, qui n'ont aucun repère. Je viendrai tout à l'heure sur les raisons de cela, et qui finalement ont comme seule forme d'expression la violence contre les autres, violence contre eux-mêmes. Les mutilations, ça existe et ça se développe de manière importante, et surtout des jeunes qui sont incapables d'être mis face à des règles, qui sont incapables de garder leur attention quelques moments sur un sujet ou sur un autre. Alors pourquoi cette situation ? Bien sûr parce que le pouvoir de socialisation de la famille décroît. Moi, je ne pense pas qu'il faille dire, comme le disent certains, que les familles ont démissionné. Je dirais plus simplement que les familles sont dans un état d'impuissance à traiter le problème de leurs enfants, parce qu'elles cumulent de telles difficultés, de telle nature, qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes, en l'occurrence les adultes, n'arrivent pas eux-mêmes à se situer dans la vie, à se positionner, et ont beaucoup de mal à assumer la fonction de parent. Et il est vrai que quand on est au chômage depuis longtemps, il est vrai que dans ces quartiers, beaucoup de jeunes sont dans des familles où on n'a jamais travaillé et où on est assisté parfois depuis 2 générations. Il est extrêmement difficile d'avoir une véritable autonomie et d'être capable de jouer véritablement le rôle de parent, fixant des règles, fixant des repères, mais apportant aussi des éléments d'affection ou de relation qui sont utiles au développement des enfants. Donc difficulté des parents à fixer des règles. Tout le monde le dit, perte des rituels qui faisaient que la famille était scandée par un certain nombre d'événements dans la journée. La mère qui se présente devant son enfant au moment où il va s'endormir, ou des rituels religieux, des fêtes de famille, des rencontres avec les voisins ou autres, qui pouvaient être un élément habituel de socialisation et qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis peut-être aussi un élément qui a fait partie de notre société de manière plus globale sur l'absence de volonté aujourd'hui de transmettre des valeurs. Un certain nombre de parents ne savent plus comment prendre leurs enfants, si effectivement il faut leur fixer des règles ou au contraire leur laisser le plus de liberté possible. Et quand eux-mêmes ont des problèmes à se positionner dans la vie, ils font plutôt le second choix. J'ajouterais que l'évolution des relations entre le père et la mère, des positionnements du père et de la mère dans la société. Je pense par exemple à ces familles maghrébines où lorsque le père a perdu son travail, donc a perdu le moyen d'être celui qui apporte l'argent dans la famille, il perd toute représentation dans la famille, et où c'est la mère qui joue le rôle essentiel d'ailleurs, alors pour le coup, parce qu'il reste très très présent vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de l'extérieur. Mais il y a une perturbation effectivement dans les rôles qui s'accroît encore plus lorsque, comme c'est le cas dans certaines familles, ce sont les enfants, évidemment pas les plus petits, mais les 14 à 18 ans, qui font vivre la famille, notamment par la délinquance ou par la drogue. À ce moment-là, le modèle évidemment traditionnel est totalement renversé. Donc des familles qui sont impuissantes à apporter les règles dont les enfants ont besoin. L'école, moi je crois qu'il faut d'abord dire qu'il faut la défendre à tout prix, car dans ces quartiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école est finalement le seul lieu qui reste dans les quartiers les plus difficiles aujourd'hui d'essai de structuration et de socialisation des enfants. Mais on en demande trop à l'école,
on lui demande de régler finalement, pour ces jeunes, les problèmes de l'ensemble de la société, ce qui est évidemment impossible, notamment à cause des moyens de l'école, mais aussi parce que la plupart des problèmes dépassent très largement le domaine propre de l'éducation. Donc moi, je voudrais saluer néanmoins le travail formidable qui est fait par les instituteurs, par les enseignants, dans ces quartiers difficiles, qui essayent à la fois, pour la plupart, de travailler avec des jeunes en grande difficulté, d'être innovants, sans doute encore insuffisamment dans les méthodes pédagogiques, et de ramener la famille le plus possible au cœur du processus d'éducation pour l'amener à reprendre véritablement son rôle. Mais des difficultés énormes, évidemment, à l'école, liées à la violence dont j'ai parlé. Dans certaines classes, certains instituteurs nous disent qu'on ne peut pas parler parce que le bruit, les cris, la violence sont quasi permanentes et la tension, même pour les enfants qu'ils souhaiteraient, est extrêmement difficile. Donc c'est un premier point. Les absences extrêmement lourdes de la part d'enfants qui ne sont soumis finalement à aucune punition, pour reprendre un terme classique, et ce problème des jeunes, des plus jeunes déstructurés dont je parlais tout à l'heure. En dehors de la famille et de l'école, je dirais que les institutionnels classiques sont aujourd'hui totalement perturbés. J'en disais un mot tout à l'heure, et moi ce qui me frappe, c'est que plus la difficulté des quartiers est grande, moins on ne voit le personnel social qui devrait être dans ces quartiers. Et je dirais qu'on les comprend totalement, car ils n'ont pas, et dans leurs moyens, et dans leur capacité, les réponses à apporter aux gens de ces quartiers, qui attendent quoi? D'abord, des emplois, bien évidemment, des emplois. Deuxièmement, un environnement moins dégradé, je parle de l'état des logements, de l'entourage, et puis des réponses familiales, psychologiques, sociales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est une question que je me pose sur la décentralisation, je ne suis pas sûre aujourd'hui que le personnel social, qui est essentiel dans la vie de ces quartiers, décentralisés, c'est-à-dire souvent n'ayant pas véritablement de consignes, en tout cas de politique de la part des instances décentralisées, sont perdus et passent beaucoup de temps à remplir des dossiers du RMI, par exemple, ce qui est aussi nécessaire, mais leur absence dans les quartiers est extrêmement lourde et manque beaucoup. Alors, évidemment, de temps en temps, ils ont été remplacés par un milieu associatif fantastique, je dirais, qui est peut-être celui qui a permis aujourd'hui que notre société bien fracturée n'explose pas dans ces quartiers, en créant du lien social, en maintenant de la cohésion sociale, mais là aussi un milieu associatif qui s'essouffle par manque de moyens et complètement débordé par la vague de problèmes qui s'accumulent dans ces quartiers. Je dirais que dans la conjoncture actuelle, les inquiétudes sont encore plus lourdes, car tout le monde parle de retour de la croissance, tout le monde dit que les choses vont mieux. Or, dans ces quartiers, on ne voit rien venir, même pas la moindre miette des retombées de cette croissance. Et il y a une impression très nette de la part de tous d'un abandon véritable qui me paraît très inquiétant pour la suite. Enfin, je dirais que les quartiers eux-mêmes, l'environnement des enfants ne sont plus des éléments de socialisation, puisque nous sommes là dans des quartiers ghettos où seule la fonction logement est véritablement présente, parfois toujours la fonction éducation, parfois la fonction culture et loisirs, mais jamais la fonction travail. Et c'est vrai qu'on peut réfléchir là à l'évolution de l'urbanisme et ce qu'elle a entraîné en termes de cloisonnement dans notre société. Au début des années 50, quand un jeune d'une famille déshéritée rentrait de l'école, il croisait la société, il se socialisait, il rencontrait des bourgeois, des artisans, des lieux de culture, des lieux de loisirs, des églises, tout ce qu'on veut. Bon, il voyait, il se frottait à des gens différents, il savait qu'il avait peut-être une chance de progresser dans la société, véritablement, il se socialisait par les rencontres qu'il réalisait. Aujourd'hui, dans ces quartiers, quand un jeune de Vaux-en-Velin ou de Marseille-Nord ouvre ses fenêtres le matin, il ne voit qu'un environnement dégradé, des immeubles très, très souvent avec des appartements murés, et puis le problème permanent de la drogue, des seringues et ce qui lui est
dit moment après moment de faire attention, de ne pas se faire piquer, etc. Voilà le leitmotiv dans les quartiers les plus difficiles. Et on voit bien là que le quartier n'est plus socialisant et que là aussi nous avons des grandes responsabilités, j'y reviendrai tout à l'heure, pour reconstruire des vraies villes à la place de ces quartiers. Alors, quelles peuvent être les réponses, et notamment les réponses, puisque c'est votre sujet, par rapport à cette politique de l'enfance? Moi, je voudrais d'abord dire que j'ai les travaux que vous avez faits, qui ont été résumés tout à l'heure, l'ont montré abondamment. La réalité, tout d'abord, c'est que la politique de l'enfance doit évidemment être une politique globale. Ce n'est pas en saucissonnant, je dirais, l'enfant selon les périodes de la vie ou selon les acteurs qui vont être en lien avec lui qu'on arrivera à régler le problème, mais c'est bien plutôt en globalisant la politique, en liant la vie de l'école et la vie hors l'école. Et c'est vrai que la vie hors l'école prend de plus en plus de poids, pas seulement en termes de loisirs et de culture, je vais y revenir, mais en termes justement de socialisation, et aussi entre les acteurs, c'est-à-dire la volonté de globaliser l'action qui est menée vis-à-vis de l'enfance par l'ensemble des intervenants, et moi je crois aussi beaucoup au travail en réseau, et à la possibilité de réintégrer la famille dans la politique qui peut être menée, soit à l'école, soit hors l'école, pour que l'enfant se retrouve véritablement par rapport aux repères qui devraient être toujours ces repères classiques. La globalité, ça m'apparaît donc être le principe essentiel d'une démarche aujourd'hui efficace pour une politique de l'enfance. Le deuxième élément, me semble-t-il, c'est d'éviter l'assistance autant que faire se peut. Bien évidemment, la politique de la petite enfance ne peut pas aller, ne peut être que de l'aide, que de l'assistance, que de la prévention. Et je crois qu'il est très important dans ces quartiers que les centres de PMI, qui sont aujourd'hui trop souvent encore absents, soient là à la fois pour suivre la santé physique, mais aussi la santé mentale dans l'enfant, pour l'aider à se structurer, pour l'aider à exister et aussi pour aider, écouter les familles, leurs problèmes et les conseiller. Et je crois que dès que l'on sort de la petite enfance, ce qui doit être tenté au maximum et autant que faire se peut, c'est la non-assistance et aider les enfants à être eux-mêmes porteurs de leurs projets, à réaliser des choix dans des projets qui leur sont proposés et non pas dans un néant, et d'exister peu à peu en tant qu'acteurs et puis pour préparer demain l'existence en tant que citoyen. Et là, je voudrais dire que je crois que nous avons souvent fait des erreurs dans la politique de la ville en plaquant trop vite des solutions venant d'en haut, venant de l'extérieur, un terrain sportif, un lieu culturel, sans avoir pris la peine d'interroger les jeunes des quartiers, de les pousser à monter un projet et de devenir acteurs de ce projet. Pour ne donner qu'un seul exemple en la matière de ce que nous faisons dans la Fondation, puisque nous avons un mécène qui finance dans les quartiers difficiles des gymnases couverts, d'ailleurs de très belle qualité et très efficaces. Nous n'avons jamais financé un tel gymnase dans un quartier difficile sans avoir, et ça prend du temps, parfois 6 mois à 1 an, d'abord fait interroger l'ensemble des jeunes du quartier pour savoir ce qu'ils souhaitaient, les pousser à travailler ensemble pour monter ensemble un projet sportif, écouter les autres, savoir travailler sur le projet architectural, savoir réfléchir à ce que c'est qu'une association sportive et aux responsabilités que ça entraîne. Et ça peut commencer très tôt. Ça peut aller des jeunes de 10 ans aux jeunes des 18 à 20 ans et les pousser aussi ensuite à prendre des responsabilités pour les plus grands d'entre eux dans le gardiennage, dans l'entretien et dans la gestion de ce centre. Et il est vrai que lorsque ce gymnase arrive, par ailleurs on s'arrange toujours pour le faire construire avec des clauses qui permettent à des jeunes du quartier de trouver de l'emploi, je dirais c'est leur chose, c'est leur projet et évidemment ils le défendent et ils le font fonctionner, alors qu'une réponse venant d'en haut est souvent considérée comme inadaptée ou comme une provocation par rapport aux autres types de problèmes qui existent dans le quartier. Donc je crois que cette politique globale doit être une politique qui, à tout moment, à l'école comme dans les loisirs, doit aider le jeune à devenir lui-même acteur ou à devenir citoyen.
Alors pour cela, bien sûr, il convient d'avoir des moyens importants, et je veux dire faire de la politique, c'est faire des choix notamment dans ces périodes municipales, car je crois que le maire a un rôle absolument essentiel à jouer. Il n'est pas le seul, car je pense par exemple à la politique de sécurité qui dépend très principalement de l'État et qui doit exister dans ces quartiers, car c'est un des droits essentiels. Mais le maire est celui qui d'abord est reconnu par l'ensemble des familles comme étant le politique le plus proche, le plus représentatif, le plus connu, et aussi parce que bien évidemment c'est lui qui est le mieux à même d'aider à cette coordination des politiques localement pour les enfants, entre l'éducation, les loisirs, le rôle joué par la famille et par le travail intergénération. Donc je crois réellement qu'on a là, avec l'élu local, la possibilité de créer, si l'on a la volonté politique, ce réseau, y compris dans des domaines qui ne dépendent pas directement de lui. Et cette volonté aussi, non pas d'apporter des réponses par le haut, mais d'essayer de faire réaliser, monter des projets venant du bas pour que les choses changent véritablement. Alors bien évidemment, il faut néanmoins des moyens plus importants, et je pense notamment à l'école dans ces quartiers. On a des ZEP, bon, mais je crois que c'est encore insuffisant, à la fois par le nombre d'enseignants qui y sont, parce que le nombre d'enfants par classe est encore beaucoup trop lourd, et aussi parce que nous voyons bien qu'il y a besoin d'un soutien psychologique, d'un soutien par des professionnels, je dirais, à côté des enseignants, pour pouvoir aider un certain nombre de ces jeunes à rentrer dans cette société, et qu'aujourd'hui les soutiens psychologiques sont rares, en tout cas totalement insuffisants. En ce qui concerne les loisirs, je pense que d'abord l'école doit aider l'enfant à organiser, je dirais, son temps de loisir, à traiter l'information qui lui sont apportées. Que peut-il faire? Comment l'organiser? Comment faire les choix? Et plus on avance en âge, je pense que l'école a aussi un rôle à jouer de lien avec cette politique des loisirs. Je dirais sur cette politique à mener pendant le temps libre des jeunes, qui est peut-être la période la plus difficile pour eux, parce que c'est là où ils sont soumis aux tentations les plus lourdes. Tentation de ne rien faire, comme tentation de tomber dans des excès dont ils auront parfois du mal à se remettre. Donc je crois que cette politique du temps libre des enfants est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle peut lui permettre de faire lui-même des choix. Elle est essentielle parce qu'elle peut permettre à cet enfant, si elle est bien réalisée, de rencontrer, je dirais, la génération adulte avec laquelle il a besoin de se confronter, soit, bien sûr, ceux qui sont les organisateurs de ces loisirs et de cette culture, mais aussi lorsque ces loisirs et cette culture permettent l'échange intergénération et notamment la réintégration de la famille dans les choix qui sont réalisés. Donc aujourd'hui, si on regarde ces quartiers en difficulté, on se rend bien compte que dans un premier temps, la famille aura beaucoup de mal, donc ces problèmes ne sont pas réglés, à traiter un certain nombre de problèmes, et que c'est la vie dans l'école et la vie hors l'école qui sont les lieux essentiels de socialisation, qui doivent le mieux possible s'intégrer l'un à l'autre et essayer de réintégrer la famille et les adultes dans le processus proposé aux enfants. Je voudrais terminer par un mot qui n'est pas particulièrement positif, parce qu'il faut remarquer que dans ces quartiers, je ne parle pas des enfants de moins de 10 ans, qui, bien évidemment, sont toujours ravis à condition que les moyens leur en soient donnés et qu'une politique d'aide soit apportée aux familles les plus difficiles, de pouvoir avoir des lieux de loisirs, des lieux de culture divers et variés dans les périodes de temps libre. Je parle des plus grands d'entre eux, et les plus grands aujourd'hui, vu leur précocité sur leur appréhension de la société, ça commence à 10-11 ans. Ces jeunes aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, se refusent à venir dans les lieux de loisirs ou dans les lieux culturels en considérant que ça ne sert à rien. Pourquoi nous occuper? Pourquoi faire semblant de nous intégrer dans ces lieux, de nous socialiser, alors que de toute façon, l'avenir est bouché pour nous? Alors que de toute façon, nous savons que même si nous jouons le jeu, même si nous rentrons dans les règles de la société, même si nous réussissons
en termes de formation, cette société ne nous laisse pas de place. Et nous avons là une vraie difficulté que je vois tous les jours dans les quartiers dans lesquels nous travaillons, c'est qu'à la fois nous n'arriverons pas à ramener de l'emploi dans ces quartiers si l'environnement social de ces quartiers ne s'améliore pas. Et l'environnement social de ces quartiers ne s'améliorera que si les jeunes acceptent de passer d'une forme oisive à une forme occupationnelle de leur temps libre qui va les former, les éduquer, les socialiser. Donc nous sommes en permanence en train de travailler sur les deux pieds, donner de la crédibilité à ce qu'on propose aux jeunes en ramenant des emplois, en faisant des propositions dans ces domaines, tout en leur disant bien que ça ne pourra véritablement se développer que si eux-mêmes font un effort pour rentrer dans un processus de socialisation. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce phénomène aujourd'hui dans des quartiers où les jeunes de plus en plus tôt ont finalement l'impression que plus rien n'est possible pour eux et qu'aucun effort, y compris dans le domaine de la culture ou des loisirs, ne doit leur être demandé dès lors qu'ils savent que leur avenir n'existe pas finalement dans la société, ou du moins qu'ils le perçoivent de cette manière-là. Donc là aussi, nécessité d'une politique très globale. Donner de l'emploi à leurs parents ou à leurs grands frères et leurs grandes sœurs, c'est aider à la gestion de la petite enfance. Reconstruire des villes, des vraies villes, où toutes les catégories sociales se mêlent, où toutes les fonctions de l'homme sont représentées, le travail, le commerce et le logement, et pas seulement ces villes ghettos, c'est aussi permettre une meilleure intégration de ces enfants dans les quartiers. D'où l'importance là des politiques nationales qui dépassent évidemment les responsabilités du maire, mais sur lesquelles les maires peuvent pousser, je dirais, pour que ces décisions soient prises et pour que des grandes politiques nationales de reconstruction des banlieues et de travail pour ramener les emplois dans ces quartiers puissent être réalisées. Je terminerai en disant que les jeunes de ces quartiers, ils sont d'abord des jeunes comme les autres, avec exactement les mêmes difficultés que les autres. Et qu'aujourd'hui, vous le savez mieux que quiconque, tous les jeunes ont peur de l'avenir. Ils ont l'impression que demain sera pire qu'aujourd'hui. C'est peut-être la première fois depuis très longtemps que dans notre société ou même dans notre civilisation, les adultes comme les enfants sont persuadés que demain sera pire qu'aujourd'hui. On a toujours l'impression qu'on allait vers le progrès, que si ça n'allait pas bien pour vous, ça irait mieux pour vos enfants. Eh bien, pour la première fois aujourd'hui, et les enfants l'ont intégré très tôt, ils ont peur de l'avenir. Peur de l'avenir à cause du chômage, peur de l'avenir à cause de la drogue, à cause du sida. Ils sont angoissés. Et je crois qu'une société en qui même les enfants et les plus jeunes d'entre eux n'ont pas confiance est une société qui a des grandes difficultés à se construire pour l'avenir, d'où le rôle essentiel de la politique de l'enfance dès maintenant dans les politiques à mener, politique municipale, bien sûr, vu le rôle essentiel du maire, mais aussi politique nationale. Donc ce sont d'abord des jeunes comme les autres, avec les mêmes craintes, avec les mêmes appréhensions, mais ce sont aussi des jeunes qui ont les problèmes spécifiques dont j'ai parlé, qui sont les conséquences de l'exclusion, avec parfois des éléments extrêmement drastiques. J'en terminerai en disant que cette période de choix est effectivement propice à fixer un certain nombre de priorités. J'ai évidemment le sentiment, je l'ai dit tout à l'heure, que la politique de l'emploi et la politique contre le chômage est l'élément essentiel de ce dispositif, parce que bien évidemment, il refera prendre confiance à l'ensemble de la société. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue les politiques spécifiques et notamment les politiques vis-à-vis des enfants. Car aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers notamment, nous sommes en train d'accepter qu'un certain nombre d'enfants ne deviennent jamais des adultes, parce qu'ils n'auront pas été capables de se structurer mentalement à l'âge où on se structure, et nous aurons nullement la capacité ensuite de pouvoir les rattraper. Et aussi, et peut-être de manière plus générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'une société dont les jeunes se méfient, doutent de son avenir, est une société qui va très mal. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour des raisons sociales bien évidemment, mais tout simplement pour des raisons de survie d'une société qui a envie de donner sa place à chacun et qui a envie que chacun vive mieux aussi, doit donner une priorité essentielle à la politique de l'enfance. Et je voudrais redire combien chaque jour, je me rends compte combien l'action des associations sur le terrain, insuffisamment aidées, soutenues, parce qu'elles demandent toutes, quel que soit le domaine dans lequel elles travaillent,
plus de cohérence à leur action, plus de travail en réseau, car quand on travaille sur la drogue, on sait qu'il faut qu'à côté le jeune soit traité sur ses problèmes de santé ou sur ses problèmes scolaires, et vice-versa. Quand on travaille à socialiser dans le domaine des loisirs, on sait que si les parents ont des problèmes de chômage ou de logement, le jeune ne tirera pas profit totalement de cette action de loisir. Donc je crois que toutes les associations qui travaillent sur le terrain et qui aujourd'hui maintiennent parfois avec un fil extrêmement ténu, cette cohésion sociale dont notre société a besoin, doivent être particulièrement soutenues dans la période actuelle. Soutenues, ça veut dire soutenues en matière de moyens financiers, mais ça veut dire aussi d'avoir des politiques qui sont capables d'avoir une action cohérente, une politique globale, qui est seule à même de redonner un espoir aux enfants. Merci.